Pour ouvrir cet après-midi, on va revenir sur les premiers résultats du projet des partenaires sociaux européens avec Monsieur Jean-Marc Schneider, chef du bureau de la prospective, de l'expertise européenne et internationale de la DGAFP, et Annick Fayard, qui est conseillère nationale et secrétaire nationale qualité de vie au travail et retraite de l'UNSA. Bien, pour une petite reprise douce après la pause repas, on voulait vous faire part d'un travail européen que nous menons actuellement dans le cadre du dialogue social européen. C'est un niveau supplémentaire de dialogue social qui se tient donc avec les partenaires sociaux et les employeurs dans le cadre d'un comité qui est donc rattaché à la Commission européenne et qui a pour but de réfléchir à des propositions sur l'amélioration du cadre de travail, du fonctionnement des administrations centrales, et proposer aussi, pourquoi pas, des recommandations qui peuvent donner lieu à des directives, des accords, et bien sûr aussi recueillir les bonnes pratiques dans l'ensemble des pays européens. Donc ce travail, nous le menons donc dans ce cadre-là depuis maintenant 8 mois. Il fait l'objet... Je pense que l'origine, on peut dire que l'an dernier, nous avions présenté un travail sur les risques psychosociaux dans le même cadre. Et il y avait eu un aspect qui n'avait pas pu être traité, je dirais, sur le fond, qui était cet aspect de la digitalisation. Et il nous était apparu intéressant de poursuivre sur notre projet sur cet aspect-là de la numérisation qui est finalement assez peu abordé en tant que tel, puisqu'il est au carrefour de toutes les problématiques que nous avons vues ce matin, l'organisation du travail, la formation, le management, l'espace et le temps de travail. Donc ce sujet est finalement assez peu documenté aussi du point de vue de la recherche. Il y a finalement assez peu de données disponibles, je parle dans le secteur public. Il nous avait paru donc intéressant de nous y mettre. Nous avons donc lancé ce travail avec un chercheur qui, depuis 8 mois, a effectivement mis en place un certain nombre d'abord d'études sur la littérature scientifique existante. Nous avons eu également des études de cas dans les différents pays européens qui nous ont permis de voir que les pays en Europe abordent cette question de manière très diverse, avec des prismes différents. Je cite par exemple l'exemple espagnol qui cible plus sur l'aspect égalité femmes-hommes, alors que d'autres sont plutôt axés sur effectivement les problématiques de management, de formation. Donc on a un panel extrêmement riche de cas, 19 cas sur 12 pays qui ont participé donc à l'étude. Et on va pouvoir donc vous donner cette étude dans quelques semaines, puisqu'elle est en cours de validation, ainsi que les recommandations dont on va vous parler Annick Fayard, qui font l'objet de discussions encore, et on était encore il y a quelques jours ensemble dans une très belle ville, à Rome, pour donc finaliser le texte et pouvoir ensuite le proposer d'ici fin octobre à la Commission et le mettre en ligne sur le site de la fonction publique notamment. Donc ce thème permet de prolonger, donc je l'ai dit, le travail de recherche sur les risques psychosociaux, mais c'est également l'idée d'en faire un objet de dialogue social en tant que tel. Je pense qu'Annick y reviendra. Ça fait partie des grands enseignements de cette étude qui, je ne vais pas vous la citer in extenso dans les conclusions, mais disons que dans ce que je peux retenir aujourd'hui, c'est effectivement l'impact de la digitalisation dans le secteur public. Elle est assez contrastée, donc on n'a pas, sans surprise, on n'a pas, je dirais, un retour globalement positif ou négatif. On a effectivement, dans tous les cas, étudié à la fois, et c'est à la fois qu'il faut traiter des questions d'autonomie, de flexibilité qui nous sont remontées de manière très forte, de productivité, mais également de surcharge de travail, de frontières plus floues entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est donc ce côté mitigé qu'il va falloir aussi aborder. Et je pense que les recommandations qui vont être un cadre dans lequel chaque pays, donc avec sa culture propre, sa manière d'aborder
cette question, et dont le nôtre également, va devoir être versé à la réflexion nationale pour aller un petit peu plus loin. C'est plutôt, il y a beaucoup de garde-fous, je pense qu'on y reviendra, et de maximiser en fait les facteurs de succès. Le deuxième enseignement, c'est ce qui nous a paru, alors là c'est plus une petite surprise, c'est l'aspect genré, c'est-à-dire que l'impact de la numérisation, en fait, elle dépend fortement du contexte de genre, de sexe, et c'est vrai que l'utilisation, par exemple, du télétravail est assez différente selon les sexes. Ce qui fait que cet aspect égalité hommes-femmes, équité, est apparu comme un chantier majeur qui fera aussi l'objet de recommandations dans le cadre de cette étude sur la digitalisation. C'est un aspect, je crois, qui avait été abordé par l'ANACT. J'ai vu il y a un excellent guide là, qui est toujours d'ailleurs sur la table, hein, qui pose d'ailleurs très très bien, je l'ai découvert à cette occasion aujourd'hui, mais qui pose très bien les problématiques de la digitalisation comme processus, et pas uniquement technique, évidemment, sociétal, organisationnel et je dirais managérial. Donc cet aspect genré, il va falloir que l'on l'aborde de manière spécifique dans le cadre de ce travail. Et puis, on a identifié 11 facteurs de succès. Je ne vais pas tous vous les citer, mais on en a parlé ce matin. Il y a d'abord des prérequis indispensables sur la confiance, grâce à la participation, grâce à la transparence dans les décisions, cette idée de négociation collective, cette idée de formation à la fois des managers, mais également des agents. Alors, ce n'est pas simplement former à l'outil, c'est également former aux conditions d'évaluation du travail dans le cadre de l'outil, qui est un vrai sujet. Ça a été dit ce matin également, l'enjeu majeur de mettre en place des expérimentations, des essais pilotes. Là, on a une pléthore d'exemples européens qui valident le modèle. Donc, je pense que l'idée d'expérimenter, comme l'ont fait les Italiens, qui ont par exemple une approche très différente de la nôtre, très centrée sur ce qu'ils appellent le travail agile, le travail intelligent. Pas du tout le télétravail, c'est plutôt je dirais une autonomie plus grande de l'agent qui pose aussi d'autres questions. Mais c'est l'exemple italien qui sera intéressant à regarder. Des questions de préparation numérique aussi. En pédagogie, on appelle ça la littératie pour l'accès au numérique. Mais nous, dans nos cadres, je dirais plus professionnels, c'est à la fois évidemment l'aspect infrastructure, mais pas que, la manière d'utiliser les outils dans un contexte de productivité, de management de projet, etc. Donc c'est toute cette préparation-là qui est souvent peu, je dirais, pensée de manière cohérente. Le cadre juridique, on voit bien, pour le télétravail, il y a un encadrement qui laisse des marges d'autonomie, mais dans le cadre, donc c'est pas non plus l'appel au vide juridique, l'expérimentation, c'est bien entendu d'avoir ce cadre-là, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays d'ailleurs, non plus. La communication, enfin les grands enjeux. L'exemple, par exemple, belge, où un certain nombre d'agents ont été responsabilisés sur la conduite de changement en matière numérique. Et exemple, donc Novo, je crois, ça s'appelle. Et donc mettre en place en tant que relais également pour d'autres les conditions du changement. Donc voilà, il y aura, je crois, matière à penser, matière à trouver des exemples qui s'adapteront au cas par cas, car c'est vraiment une question d'adaptation fine aux différents contextes. Nous allons donc mettre en ligne tout cela fin octobre. Ça sera versé aussi à la contribution pour le grand cycle de consultation sur la QVT que la DGFP va lancer, et nous espérons que ce travail vous intéressera. Donc je te laisse la parole, Annick, pour peut-être parler des... Je vais essayer de compléter, parce que c'est déjà assez général. Peut-être le grand intérêt, d'une part, c'est quand même ce cadre de dialogue social européen qui nous permet effectivement d'échanger de manière transversale avec d'autres pays et dans un cadre partenarial, ce qui nous permet aussi de voir que dans la plupart des pays, on rencontre les difficultés liées au fait que sur les processus de digitalisation, il n'y a pas vraiment de cadre juridique existant et que la terminologie qui est utilisée dans les différents pays est très variable. Ce qui nous amène quand même à devoir repréciser de ce dont on parle. Et je pense que c'est méthodologiquement intéressant aussi pour le transposer au cadre national, puisque souvent,
sous des appellations utilisées de manière commune. Parfois, on y met des choses complètement différentes et on commence toujours par là. C'est un contexte aussi favorable parce que même si cela va très vite, je pense qu'on ne mesure pas encore complètement l'impact de la digitalisation, qui n'est pas simplement un axe qui peut être appréhendé dans la qualité de vie au travail, mais c'est surtout une révolution technologique majeure qui va changer l'ensemble des processus de travail et qui va changer aussi la façon dont on va appréhender pas mal d'éléments. Et c'est ce pourquoi avec le chercheur, avec les 18 cas dont vous a parlé Jean-Marc, on est en train d'essayer de formuler des recommandations qui vont servir de base, qui ne sont pas forcément exhaustives, mais en tout cas qui sont un bon support pour démarrer une discussion, par exemple dans le cadre d'un futur accord ou d'une discussion dans les instances, parce qu'on ne part pas de rien, ou même pour formuler un cadre national. Là, je me retourne un peu vers la DGAFP aussi. Si on a l'opportunité, comme cela est peut-être envisagé, de rentrer dans le cadre d'un accord national sur la qualité de vie au travail, il est évident que cette question liée à la digitalisation devra y prendre part, parce que c'est quand même très impactant. Alors, pour compléter brièvement de quoi parlent ces recommandations, eh bien évidemment, comme Jean-Marc l'a soulevé, il y a la question de l'impact de la digitalisation liée effectivement au genre. Et c'est vrai que c'était... La différence entre les sexes est quand même assez différente. Enfin, au propos, le fossé numérique entre les hommes et les femmes, ça impacte notamment les métiers, et les métiers ouverts et les filières qui sont plus spécifiquement occupées par des hommes que par les femmes. Ça impacte aussi d'autres éléments liés à la sécurité et à la santé. On a des questions liées aussi à, et ça c'est un impact assez fort sur la protection des données et tout ce qui est les problèmes d'utilisation des données et de la protection de la vie privée des travailleurs dans des environnements de travail qui sont entièrement digitalisés. La question effectivement de la sécurité, comment dire, tout ce qui est formation, formation pour accompagner à la fois le changement, et pas seulement une formation aux outils, mais une formation à de nouveaux process de travail et à de nouveaux métiers. On a aussi la question des conditions de travail qui vont évoluer, et ces cadres de travail avec un changement très fort des environnements. Qui peuvent être très impactants. Et puis, ça vous concerne en premier chef, la question de comment faire en sorte d'avoir une position d'encadrement et de management dans un environnement totalement digitalisé. Sachant que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur la question du télétravail, avec des perceptions très diverses en fonction des pays et des cas utilisés, mais ce n'est pas seulement que le télétravail. Et ça vient révolutionner ces nouvelles technologies, tous les modes de travail et de très nombreux métiers. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont amenés à disparaître, d'autres à surgir. Et puis, il y a tous ceux qui vont demeurer, mais être profondément transformés dans tous les domaines. Et il va falloir s'y préparer. Et ça commence aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas attendre que les technologies aient pris place complètement dans les services. Mais comme on l'a vu dans les précédentes tables rondes, la question de l'anticipation et la question des perspectives données, elles sont vraiment fécondes pour donner du sens à l'action et au changement. Donc, c'est véritablement ces recommandations des bases pour formaliser et investiguer ces différents changements et les travailler dans le cadre du dialogue social.
Merci beaucoup. On va passer au moment des ateliers. Donc, je vais annoncer atelier par atelier et préciser la salle à chaque fois dans laquelle vous allez devoir vous rendre. Il y a une salle à 7 étages et les 4 autres sont au rez-de-chaussée. C'est un couloir qui part en longeant l'escalier quand vous descendez. Alors, le premier atelier, expression des agents et démarches participatives, qui sera en salle 3 au rez-de-chaussée, avec Jean-Christophe Mauboussin, secrétaire général des ministères économiques et financiers, et Claire Lavoué-Desdize, directrice des ressources humaines et des moyens de la préfecture de l'Essonne. Donc pour l'atelier expression des agents et démarches participatives, c'est la salle 3 au rez-de-chaussée. Le deuxième atelier, comment prendre en compte la qualité de vie au travail dans la conduite de la transformation, sera au premier étage, donc juste en sortant de la salle en face. C'est avec Patrick Conjard, responsable de la mission FACT ANACT, et Stéphanie Chassa, responsable service de l'emploi et mobilité pour le Conseil régional d'Île-de-France. Donc au premier étage. Le troisième atelier, qui sera également au rez-de-chaussée en salle 2, le passage des RPS à la qualité de vie au travail dans des écosystèmes complexes. Animé par Karima Bendela-Kelvit, conseillère de prévention responsable du service hygiène et sécurité de l'université Évry-Val d'Essonne, et Gilbert Régès, directeur territorial des TPJJ Gare-Lozère. Donc, salle 2 au rez-de-chaussée. Atelier 4, qui sera en salle 1 au rez-de-chaussée. Comment mettre en œuvre concrètement une démarche créatrice de performance, et le travail sur la réduction des coûts cachés liés au dysfonctionnement d'une organisation. Ça sera en salle 1 au rez-de-chaussée avec Laurent Capelletti, professeur au CNAM. Dernier atelier, l'atelier 5, qui sera en salle 5, là c'est facile, au rez-de-chaussée. S'initier à la qualité de vie au travail, présentation des jeux sérieux de l'ANACT sur la qualité de vie au travail et le management, avec Ségolène Journoux, responsable du département élaboration de solutions de transfert à l'ANACT. Donc là, ça sera la salle 5, toujours au rez-de-chaussée. Voilà. Je vous invite à rejoindre les salles et si jamais quelqu'un est perdu, qu'il vienne me voir tout de suite. Et la restitution aura lieu également en plénière tout à l'heure dans 2 heures.